Conférence Ecofi Actif pour le futur, c'est la 4e du nom et on est ravis d'accueillir sur le plateau, ou par visio plutôt, Gaspard Koenig pour une variation sur la notion de contrôle. Bonjour Gaspard. Bonjour, oui, une variation, ça va être une variation à distance, hélas, ça me manque vraiment les Alors plateaux j'imagine, physiques. puisqu'en plus vous aviez entamé il y a quelques mois un grand périple sur les traces de montagne à cheval avec Destinada. Comment elle va, votre cheval? Mais peut-être rappeler un peu le contexte pour les gens qui n'ont pas forcément suivi, mais j'ai fait effectivement une longue traversée de l'Europe en prenant l'itinéraire de montagne sur une jument espagnole qui donc répond au nom de Destinada, qui est d'abord arrivée vivante à Rome, ce qui n'a pas été toujours très facile, et pleine de contusions, mais maintenant Destinada est au Pré en Normandie, elle va très bien, je lui ai enlevé ses fers, de sorte qu'elle est pieds nus, elle a retrouvé son troupeau, moi j'ai retrouvé mon propre troupeau, et maintenant quand je vais la voir, je mets une demi-heure pour l'attraper, donc elle n'a aucune envie de retourner sur les traces de montagne ou de qui que ce soit, elle est très bien avec ses amis chevaux. Donc on a chacun retrouvé nos espèces respectives après un moment de flottement où elle devenait trop humaine et où je devenais trop cheval. Voilà, alors je te rappelle, vous êtes philosophe, essayiste, on suit bien sûr vos différents papiers qui tournent souvent sur justement la liberté, notre liberté, qui est évidemment entravée en ce moment. Le thème de la conférence, vous le savez Gaspard, c'est la traçabilité, un monde sous contrôle effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut faire le lien entre traçabilité et liberté, entre traçabilité, on l'a vu, et intelligence artificielle à travers les docu-fictions assez inquiétants qu'on a constatés? Et puis, est-ce qu'on peut ne pas laisser de traces? Je vais vous laisser explorer ce sujet. Merci. Alors, j'ai entendu dans votre émission que la traçabilité est en effet très à la mode dans le monde économique. Vous avez parlé de la pharma, vous avez parlé de l'agroalimentaire. On pourrait aussi parler des services financiers. Il est maintenant assez compliqué d'acheter quoi que ce soit sans que ça soit immédiatement tracé. Et d'ailleurs, quand vous recevez votre bulletin bancaire qui vous montre la répartition de vos dépenses dans un camembert, j'ai toujours trouvé ça horriblement intrusif. Et ça montre que même quand vous achetez une baguette de pain, eh bien, on sait qui, quand, enfin, un algorithme sait qui, quand a acheté cette baguette et essaye de déduire d'ailleurs pourquoi. Mais alors, ce qui m'intéresserait, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup amusé en préparant cette conférence, c'est de remonter un peu au-delà des aspects utilitaristes, la traçabilité permet d'améliorer le contrôle des produits, etc. Est-ce que nous n'avons pas une passion, si nous n'avons pas développé une passion culturelle de la trace, et que dit-elle de notre société? Et effectivement, faut-il y remédier? Et cette question est apparue à un moment où je me rappelle très bien, j'étais au musée Van Gogh d'Amsterdam, devant l'autoportrait de l'artiste, donc l'autoportrait de Van Gogh. Alors on imagine bien que Van Gogh ne pouvait pas se prendre de selfie, donc il se peignait lui-même. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est de voir ce qui m'a frappé, c'est de voir tous les gens qui se massaient autour de ce tableau et qui prenaient le tableau en photo. Et ils ne se prenaient pas eux-mêmes devant le tableau, parce qu'à la rigueur, je pourrais comprendre, parce qu'ils apportent un élément nouveau, ils se mettent à côté d'un tableau. Ils peuvent montrer ça à leurs amis. Ils prenaient des photos du tableau lui-même, ce qui est absurde, puisque ce tableau, il est évidemment en reproduction de bien meilleure qualité sur 1000 sites internet. Donc si c'est pour le voir ou le revoir, il n'y a vraiment pas besoin d'en prendre une photo. Et puis ces photos sont évidemment des photos qui sont ratées, parce qu'il y a toujours une tête qui s'est mise dans un coin, la lumière est mauvaise. Mais pourquoi prendre des photos quand on passe? Sinon, pour laisser une trace, et pour garder une trace. Généralement d'ailleurs une trace qu'on ne va pas consulter. Il y a assez peu de gens qui regardent véritablement, surtout maintenant qu'on n'imprime plus les photos, ces photos de vacances. On en prend d'ailleurs beaucoup trop, donc on ne peut plus les regarder. Néanmoins, on a la passion de les prendre. Cette logique a été poussée à l'extrême par un mouvement américain qui s'appelle le Quantified Self, qui date d'il y a déjà une vingtaine d'années. Vous avez un chercheur britannique qui s'appelle Stephen Wolfram, et qui a répertorié l'ensemble des documents le concernant. Ça fait 23 000 pages, génome, déplacement, coordonnées GPS, variables d'humidité, de luminosité, de température des pièces dans lesquelles il se trouvait. Il y en a un qui a poussé la logique encore plus loin, c'est un ingénieur de Microsoft, devinez, qui s'appelle Gordon Bell, et qui pendant 15 ans s'est déplacé avec une petite caméra autour de son cou, qu'il appelait SenseCam. Et cette caméra prenait une photo toutes les 20 secondes.
Et le but était de compiler l'intégralité de son existence, conversations, emails, musique écoutée, films vus, etc., dans une base de données méticuleusement archivée, de manière que les moindres détails de sa vie puissent y être retrouvés. Au point probablement que cette vie devienne totalement invivable. Il y a une nouvelle de Borges qui s'appelle Funès et la mémoire, qui met en scène, alors c'est un peu différent, mais c'est tout de même le même principe, quelqu'un qui se rappelle de tout, et qui du coup ne peut plus penser. Parce que comme il se rappelle de chaque détail très précisément, il ne peut plus accéder au concept, à l'abstraction, à la subsomption, qui nous permet de désigner une couleur ou une ambiance ou un temps sans rentrer dans les détails. Et quand on connaît tous les détails, en fait, il faut autant de temps pour raconter une journée que pour la vivre, voire même bien davantage. Et donc, en fait, ce Funès ne peut plus dormir, ne peut plus penser, ne peut plus vivre véritablement. Alors, la première question que je me pose, pour ouvrir un peu cette conférence, c'est une question métaphysique. À quoi correspond la recherche de la trace ou le désir de laisser une trace? Et pour aborder cette question, j'aimerais que vous vous rappeliez, pour ceux qui les ont connus jadis, une activité qui s'appelait les sports d'hiver. Eh bien, cette activité était pratiquée également par de grands philosophes, notamment par Jean-Paul Sartre. Et d'ailleurs, c'est une incise, mais quand vous lisez les mémoires de Claude Lanzmann, le lièvre de Patagonie, vous savez, Claude Lanzmann était l'amant de Simone de Beauvoir, qu'il partageait, si je puis dire, avec Jean-Paul Sartre. Et il partait en vacances à Troyes, et Lanzmann raconte que donc, Sartre aimait beaucoup aller skier, notamment en Suisse, il partait souvent au sport d'hiver, et que d'ailleurs Sartre prenait toujours ses droits d'auteur en liquide, en cash, ça nous intéresse aussi, pour la trace ou pour l'absence de trace, et que donc il payait tout en grosses coupures. Donc, on imagine qu'il devait bien rigoler. Et ça nous a laissé une trace quelque part, mais une trace philosophique, puisque dans le dernier chapitre de L'être et le néant, Sartre parle du ski et de la glisse. Nous lisons « La neige recouvre nos traces ». Admettons que la neige recouvre toujours les traces. Admettons que quand nous glissons, le paysage redevienne comme si rien ne s'était passé, que le monde soit intact parce qu'il a neigé sur la trace. Sartre écrit « Lorsque nous nous laissons glisser sur la pente, nous sommes habités par l'illusion de ne pas marquer. Nous demandons à la neige de se comporter comme cette eau qu'elle est secrètement, une eau qui passe, et c'est d'ailleurs dans l'eau que les animaux poursuivis effacent leurs traces. Ceux qui aiment les documentaires animaliers, moi j'ai largement le temps avec le couvre-feu de regarder toutes les séries de David Attenborough, et on voit qu'effectivement quand un animal cherche à semer ses poursuivants, comme une proie cherche à semer ses prédateurs, essaye d'effacer ses traces, et la manière la plus intelligente de le faire, c'est de passer par une rivière, par un cours d'eau. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce plaisir du ski et donc de l'absence de traces pour Sartre? C'est, alors je cite la phrase philosophique un peu pour rire, c'est en soi, c'est-à-dire la piste, et par rapport à moi dans un rapport d'émanation tout en demeurant en soi. Ce qui, dans le langage sartrien, toujours un peu emberlificoté, veut dire que ma conscience se pose sur la matière, sur le monde extérieur, sans le modifier. Et que donc, le monde se comporte comme si je n'y vivais pas, comme si je vivais en disparaissant. Et ainsi, suivant les tempéraments, c'est l'angoisse de la dissipation ou la joie de l'évanescence. Mais si en nous retournant, nous sommes incapables de voir nos propres traces, c'est aussi que nous pouvons aller où bon nous semble. Et cet exercice de conscientisation, Sartre considère que c'est un exercice authentique dans son vocabulaire, pur quelque part, qui retrouve l'angoisse originelle de l'existence, qui nous permet de jouir de notre propre néant, de notre propre néantisation, qui nous donne en tout cas une responsabilité entière sur nos actes, parce que nous acceptons notre finitude, dans le fait de passer sans s'accrocher à ce qui n'est plus, et sans essayer de transformer ce qui est. C'est le skieur. Et Sartre continue, glisser, c'est le contraire de s'enraciner. Alors la racine, autre grand thème sartrien, bien connu, bien décrite dans une page célèbre de son roman, La nausée.
La racine, c'est tout l'inverse. La racine, c'est celle qui génère de la trace, qui creuse, qui chamboule le sol, qui veut se fixer pour toujours. Et ça, pour Sartre, ça relève de la mauvaise foi, l'enracinement. C'est-à-dire qu'on se donne une sorte de confort existentiel en se disant que notre vie est bien inscrite quelque part. Elle est bien partie d'un endroit, elle va arriver à un autre, elle a une destination, elle a une logique, et c'est bien confortable de penser ça. Penser à sa vie comme une glisse qui ne laisse pas de traces, c'est plus angoissant, mais c'est plus vrai, au sens où ça manifeste davantage la conscience qui nous constitue. Et alors, là, c'est moi maintenant qui parle, j'essaye de développer ça. Ce confort de la trace de laisser une trace, était autrefois très bien assuré par les grandes religions. Dieu note nos traces dans le grand livre. Le fait de savoir que toutes nos actions sont au fond inscrites quelque part, en bien comme en mal, mais qu'elles seront jugées un jour, qu'il y a quelqu'un qui regarde, qu'il y a quelqu'un qui tient les comptes, est extrêmement rassurant. Je cite les Proverbes, « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. » Qui observe ses sentiers, c'est bien sur les sentiers qu'on laisse des traces. Et aujourd'hui que la religion n'est plus, en tout cas, structurante dans nos sociétés, eh bien, il me semble que cette recherche, donc vous l'aurez compris, si on s'appuie sur ça, cette recherche un peu vaniteuse, un peu hypocrite, en tout cas un peu inauthentique de laisser des traces, se traduit non plus par la vision omnisciente de Dieu, mais davantage par l'accumulation des datas, à l'image de ces ingénieurs américains dont je parlais en introduction. Et c'est sur ce nouveau mode de traçage que j'aimerais m'étendre maintenant, en vous parlant en effet un peu d'intelligence artificielle et surtout de la manière dont l'intelligence artificielle gère nos traces. Alors pour peut-être juste exposer un point de méthode, moi mon plaisir dans la vie et ma recherche intellectuelle, c'est de faire des voyages. Il y a des voyages à cheval, mais il y a aussi des voyages, en l'occurrence, en quête de l'intelligence artificielle. C'est un voyage autour du monde, un tour du monde, cette fois pas à cheval, mais en avion, et toujours en mêlant une recherche, disons, philosophique, théorique, et la pratique, et donc en faisant un travail de journaliste ou de reporter en même temps qu'en essayant de faire un travail plus théorique. Et donc à chaque fois je pars plusieurs mois et je vais sur le terrain et je rencontre plein de gens, et ensuite ça me permet de mieux décanter mes impressions, mes pensées. Et donc dans ce long voyage que j'ai fait il y a 2 ans autour de l'intelligence artificielle, je suis parti plutôt enthousiaste, plutôt technophile, me disant que l'intelligence artificielle était finalement la concrétisation du grand rêve encyclopédique leibnizien. Et puis, ce qui m'a quand même, et là je vais devoir faire des raccourcis, mais la conclusion de ce périple, c'est que l'intelligence artificielle comme technologie, c'est tout à fait merveilleux, mais telle qu'elle est utilisée commercialement aujourd'hui, elle se donne surtout comme mission de processer des données, des datas, des données personnelles, et d'orienter en retour les comportements ou les pensées ou les opinions de ses utilisateurs. Et que, ainsi, elle fait poser, c'est pour ça que mon livre s'appelait « La fin de l'individu », elle pose une menace très sérieuse à la notion même de libre arbitre. Par ailleurs, ce n'est pas hasard si, sur le plan universitaire, l'idée de libre arbitre est aujourd'hui fortement contestée aux États-Unis par la psychologie comportementale à la Kahneman, par l'économie du nudge à la Thaler, ou évidemment par les neurosciences, avec toutes sortes de bonnes raisons, mais on retrouve maintenant de manière très très forte aux États-Unis ce débat entre déterminisme et libre arbitre, qui est à l'avantage du premier, et qui s'inclut très bien dans la manière dont ces technologies se déploient, dans une sorte, si vous voulez, de nudge universel. Alors, qu'est-ce qu'on apprend par rapport à la trace? D'abord, la récolte de la trace permet d'orienter l'itinéraire. C'est-à-dire que la trace n'est pas seulement le passé. La trace devient prédictive du futur.
Et c'est bien l'idée que je pense vous connaissez d'auto-renforcement des algorithmes, de filter bubble, de bulle du filtre, qui fait que plus on utilise un service, plus on est engaged dans ce service, plus ce service nous connaît et donc nous donne à voir ou à penser ce qu'on aimerait voir et ce qu'on aimerait penser. Vous savez que, évidemment, il ne faut pas utiliser Google mais DuckDuckGo parce que DuckDuckGo est un moteur de recherche ou compte qui ne prend pas en compte vos recherches passées. Alors que Google, et j'ai été rencontrer les ingénieurs de Google au siège dans la Silicon Valley qui m'ont expliqué cela, Google ne cherche pas à vous donner le résultat le plus précis ou objectif possible de votre recherche, mais le résultat qui vous convient le mieux à vous. Et c'est pour ça que Google renforce les théories du complot, parce que quand vous consultez régulièrement un certain nombre de sites, eh bien, les réponses que vous allez avoir sur des grands sujets de société sont différentes de celles de votre voisin. Et donc, au fond, on revient à cette idée que si Dieu voit tout, si Dieu est omniscient, eh bien, il peut tout prévoir. Et si plus les algorithmes voient, ou du moins enregistrent notre comportement, plus ils peuvent prévoir et modifier celui qui va advenir. Et j'ai rencontré des neuroscientifiques qui avaient des startups à Los Angeles et qui m'expliquaient quel était leur taux de réussite pour effectivement convertir les gens à faire du sport ou à arrêter de fumer ou peu importe, par des systèmes de nudge extrêmement bien développés, personnalisés, et qui permettent de manipuler en toute bonne conscience ce comportement humain. Par ailleurs, donc ça c'est le fait que la récolte de traces par l'intelligence artificielle permet aussi d'anticiper et de contrôler l'avenir, pas seulement le passé. Et deuxièmement, l'intelligence artificielle ne récolte pas seulement une trace, bien sûr, elle récolte des traces, elle récolte des millions de traces pour gérer un groupe, d'où l'importance toujours de la community dans ces univers. Et comment elle va gérer ce groupe? Elle va gérer ce groupe de manière utilitariste, et ça c'est un principe philosophique de l'algorithme que nous n'avons pas choisi, et là qui nous est totalement imposé, c'est-à-dire qu'elle va essayer de maximiser le bien-être collectif, y compris si c'est au détriment d'un certain nombre de choix individuels. Le meilleur exemple de ça, c'est Google Maps. J'avais une discussion très drôle avec un chercheur de Stanford qui m'a dit « Moi, je bats Google Maps tous les matins en prenant ma voiture et en allant au bureau. Pourquoi? Parce que je connais le meilleur itinéraire. Or, l'itinéraire que me donne Google Maps n'est pas le meilleur itinéraire. C'est le meilleur itinéraire pour moi et pour le reste du groupe. C'est-à-dire c'est l'itinéraire qui permet que j'atteigne mon objectif de la manière qui permette également au reste des conducteurs de bénéficier d'un trafic le plus fluide possible. Alors tout ça, c'est des calculs extrêmement complexes, mais ça veut dire que l'intelligence artificielle, contrairement aux vieilles technologies industrielles, par exemple, ne cherche pas à vous donner le meilleur résultat pour vous, mais le meilleur résultat pour le groupe. Ainsi donc, il y a dans la méthode même de récolte des traces des biais extrêmement forts dont nous n'avons pas conscience. Un exemple particulièrement préoccupant de cette universalisation de la trace, c'est l'idée que nous avancerions vers une cashless society, une société sans cash. Ah oui, comme c'est pratique si tous les paiements pouvaient être effectués de manière virtuelle. Petit à petit, ce ne sera plus un choix, mais une contrainte. Vous avez déjà beaucoup de magasins qui refusent le cash et le gouvernement ne cesse de restreindre l'accès au cash dans les distributeurs. Au fond, pourquoi est-ce un problème si on n'est pas fraudeur? Eh bien, là, c'est une question, je pense, vraiment de fond sur la nature de la monnaie. Précisément, la monnaie a été faite pour effacer les traces. Et je m'appuie en cela sur un livre génial, Stone Age Economics, les économies de l'âge de pierre, d'une anthropologue qui s'appelle Marshall Salins, qui a essayé de voir comment, selon quel principe économique étaient gérées les sociétés primitives. Et elle explique que ce sont d'abord des sociétés d'échange, donc on échange un bien contre un autre, c'est du troc, un don, un contre-don, ça aussi était bien montré par Marcel Mauss, et que la monnaie n'intervient que lorsque l'échange commence à s'effectuer avec des étrangers ou avec des ennemis.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie permet un anonymat qui fait qu'on ne sait plus d'où vient l'échange et que donc la valeur morale associée à l'objet disparaît. Et ça, chez Hayek par exemple, c'est la recette de la bonne entente. Le principe du marché chez Hayek, ce n'est pas qu'il est le plus efficace, qu'il est plus efficace qu'un simple exercice, par exemple, d'attribution logique, de distribution logique des biens, c'est qu'il permet d'échanger des biens entre personnes qui ne s'entendent pas, c'est-à-dire sans y attacher de valeur. Et au fond, la cashless society, c'est une société qui revient au fond à la tribu, c'est-à-dire on sait d'où et de qui vient l'argent. On perd cet anonymat qui permettait à des valeurs opposées de coexister dans une société. Et on se retrouve dans une société du contrôle social permanent, comme en Chine par exemple, où celui qui paye, il paye avec sa personne entière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vérifier qui il est, s'il est malade, avec le bon code barre, si avec sa notation sociale, il s'est bien comporté avec ses parents, etc. Et c'est aussi au fond une privatisation de la police, ou des attributions de la police. Parce que dans une société bien gérée où la police fait son métier, ensuite les gens devraient pouvoir utiliser leur cash comme ils veulent, puisqu'ils sont censés être bien acquis. Et donc vous voyez bien la différence que fait cette accumulation de traces, c'est qu'elle empêche, en empêchant l'anonymat, elle empêche la rencontre des contraires. Et elle crée donc, elle recrée en fait une société tribale très homogène. Ces traces que nous laissons avec, dans les moyens de paiement, nous pourrons sans doute les laisser demain dans le domaine de la santé, avec cette idée désastreuse, selon moi, exactement pour les mêmes raisons, de passeport sanitaire. Alors, quelles sont les réponses à apporter si, comme Sartre, au fond, on a envie de glisser pour des raisons métaphysiques fondamentales et pour des raisons de liberté, parce que cette glisse, c'est l'angoisse, c'est le fait d'être conscient de soi-même, et c'est donc l'exercice le plus fort de la liberté chez Sartre. Si on ne veut pas laisser de traces, comment fait-on aujourd'hui? Il y a 3 types de réponses. D'abord, devenir ermite, c'est-à-dire effacer les traces. Et j'avais été rencontrer des hackers à Berlin, alors je vous rassure, les hackers éthiques, les bons hackers. Et les bons hackers à Berlin, eh bien, on ne peut les joindre que sur leur vieux Nokia. Seul moyen, selon eux, de ne pas être tracé, géolocalisé. Et puis après, on peut utiliser toutes sortes d'applications ou de plateformes que moi j'essaye d'utiliser un peu, même si ça demande ensuite pas mal de techniques comme Tor. Donc ça c'est devenir ermite, mais ça concernera toujours une minorité d'activistes et on ne peut pas s'attendre à ce que l'ensemble de la société le fasse. Ensuite, il y a des techniques d'obfuscation qui ont été proposées par 2 profs de NYU, Finn Boynton et Helen Nissenbaum, dans un livre paru il y a quelques années. Et leur idée, c'est, en fait, face à ces outils-là, il faut plutôt multiplier les traces pour les perdre. Une stratégie qui était déjà déployée par les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, qui larguaient des papiers en aluminium pour multiplier les fausses alertes sur les radars ennemis. Et donc, j'ai rencontré une activiste à Copenhague qui a 30 comptes Facebook pour tromper l'ennemi, si vous voulez. Mais ça, pareil, ça demande un peu d'organisation. Moi, la solution que je propose, et que je proposais dans ce livre, c'était la propriété des données personnelles. En fait, il faut contrôler les traces. Il faut pouvoir avoir le droit, quand on effectue un paiement, de refuser de payer également avec ces données. On pourrait parfaitement avoir des paiements par blockchain qui restent anonymes. Et donc ça suppose, s'agissant de la donnée, mais je n'aurai pas le temps de faire un long développement là-dessus, c'est bien dommage, ça suppose de passer du droit personnel, du droit de la personne, qui est mis en place aujourd'hui par les autorités européennes, c'est le droit à l'oubli, etc., à un droit patrimonial, où on a sur ces données les attributs de la propriété privée, c'est-à-dire l'usus, bon, ça d'accord, le fructus, c'est-à-dire le fait de pouvoir être rémunéré pour ces données, ce qui est très compliqué aujourd'hui, et surtout l'abusus, c'est-à-dire le fait de pouvoir les détruire et donc de choisir, voire de choisir en amont, quelles traces on souhaite laisser et où. Alors, je termine par, je suis désolé, j'aurais bien aimé développer tout ça, mais j'ai essayé d'être court pour répondre à vos questions. Conclure effectivement, voilà. Gaspard. Voilà, enfin, je conclus par un dernier développement, si vous voulez.
Mon voyage sur les traces de montagne à cheval, c'était précisément l'anti-intelligence artificielle. L'idée était précisément de faire un voyage sans traces, comme les animaux les plus aptes à survivre. Et j'étais d'ailleurs ravi de trouver dans les essais, dans le premier livre des essais, sa citation de cette phrase de Montaigne: c'est une lâche ambition de vouloir tirer gloire de son oisiveté et de sa cachette. Il faut faire comme les animaux qui effacent la trace à la porte de leur tanière. Montaigne en était bien conscient. Or, il est aujourd'hui quasiment impossible de voyager sans traces. Vos voitures sont connectées. On ne peut pas acheter de voiture neuve sans géolocalisation. On ne peut jamais déconnecter la géolocalisation. Il faut savoir que quand vous achetez une voiture neuve, vos données de freinage, d'accélération et évidemment vos données de GPS sont transmises en temps réel au constructeur et vous ne pouvez pas payer un premium, par exemple, ou avoir une option pour reprendre le contrôle de ces données. Même quand vous prenez un TER maintenant en France, vous êtes obligé de renseigner votre date de naissance et votre nom, ce qui, moi, à chaque fois, me contrarie. Et donc, le cheval reste au fond une des rares manières de voyager sans traces, parce que d'abord, sur le sol, les traces sont modestes, qu'ensuite, dans les campagnes, on paye tout en cash, et qu'en termes d'application, en termes d'utilisation de la technologie, j'utilisais la technologie. Mais j'utilisais des technologies vertueuses, sans traces. Donc, par exemple, quand vous voulez aujourd'hui vous déplacer sur une carte, eh bien, vous avez une application qui s'appelle Iphigénie. Vous l'achetez, et ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, quand vous achetez la licence sur un an de l'application, eh bien, quelque part, vous payez le fait de reprendre vos données, parce qu'il n'a pas besoin de vos données pour vivre cette application. C'est un paiement direct beaucoup plus simple. Et donc, j'étais sur cette application qui me donnait une trace GPS extrêmement précise, satellitaire, avec des cartes virtuelles, mais qui en aucun cas me traçait, c'est-à-dire qui n'envoyait les traces nulle part. Quand on n'a pas de traces, et ça c'est un peu ce que je disais précédemment, eh bien on n'a pas non plus d'itinéraire préétabli. Et c'est exactement la manière de voyager de Montaigne, c'est pas un hasard. Il dit dans son journal qu'il n'allait en nul lieu que là où il se trouvait, et qu'il ne pouvait faillir ni tordre sa voie, n'ayant nul projet que de se promener par des lieux inconnus. En d'autres termes, vous laissez une place très forte à l'aléa, et votre trajet n'est pas prédéterminé. Le fait de ne pas avoir de traces dans le passé fait aussi que vous êtes beaucoup plus libre dans le futur. Et donc, pour revenir à Sartre, c'est aussi une manière d'accepter la finitude dans un rapport plus serein, plus quotidien à la mort, ou au danger de la mort, parce que voyage à cheval, vous êtes toujours exposé à la voiture, au marécage, et comme dit Montaigne, il faut être toujours botté et prêt à partir, et au plaisir d'être soi, un soi fini et limité, trouver son arrière-boutique, comme dit Montaigne, et enfin échapper au contrôle. Et échapper au contrôle vous donne aussi une pleine responsabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un pont en bois qui n'est pas prévu pour le cheval, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous risquez est-ce que cette demi-tonne risque de faire effondrer le pont? C'est marqué nulle part, c'est votre responsabilité, vous n'êtes pas tracé, il n'y aura personne pour vous secourir, et donc effectivement la liberté est porteuse de risques, et c'est pour ça qu'elle est si jouissive. Et en conclusion, là vraiment j'y arrive, qu'est-ce que ça nous donne comme définition de la liberté? Eh bien ça nous donne une définition de la liberté qui n'est plus du tout utilitariste, mais qui est une expression que j'aime beaucoup, qu'utilisait Isaiah Berlin pour caractériser John Stuart Mill, qui s'est d'ailleurs opposé justement à l'utilitarisme benthamien, qui est le droit à l'errance, the right to err. Et donc le droit d'errer, c'est le droit de se dissiper, de skier, si vous voulez, de skier sur la vie sans laisser de traces. Et au fond, il faut réhabiliter, je pense, et il faut reconstruire un libéralisme dans toutes ses dimensions, alors là, politique, sociétale, économique, qui se distingue véritablement de l'utilitarisme. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « oui, il faut tracer parce que ça sera plus efficace et qu'on améliorera le bien-être collectif », mais qui disent « non, ce qui est important, c'est le choix que l'individu lui-même fait pour se constituer sa propre personnalité ». Et ça nécessite de renouveler la doctrine libérale, et c'est un combat, un travail extrêmement important pour le siècle qui vient. Merci voilà. Gaspard Koenig, voilà, hein, on a de la passion culturelle de la trace à Montaigne en passant par Sartre et les traces dans la neige, même si en ce moment c'est vrai que c'est un peu limité. On aura bien évidemment l'occasion de
de parler de ces sujets. En tout cas, les auditeurs nous ont répondu tout au long de cette conférence. On leur a posé la question pour ou contre la traçabilité. Et sans surprise, en ce moment, peut-être qu'on est prêt, comme on le disait tout à l'heure, à abandonner un petit peu de liberté. En tout cas, les gens sont pour la traçabilité. Voilà, on est loin de la low-tech que vous avez évoquée avec votre cheval sur les traces de montagne. Mais en tout cas, merci pour cette passionnante réflexion que vous nous avez fait partager.